Azora Plus. Abonnez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne d'Azora Doki. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Oreb Boulambo. Oreb Boulambo, journaliste du contexte de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, réalisateur, voyageur écrivain, formateur de formateurs en capacité locale pour la paix. Oui, bien sûr, moi, je peux te parler comme un politicien, je ne suis pas politicien, je suis journaliste, je suis un reporter, je suis un écrivain, je suis un producteur, je suis un fixeur, comme les gens le disent aussi. Je suis un Congolais concernant mon pays, j'ai été dans plusieurs coins de mon pays et je pense aussi connaître mon pays. Quand je parle de mon pays, je parle du pays dans l'entier parce que j'ai eu la grâce, j'appelle ça la grâce, de voyager, pas de passer, de voyager et dans plusieurs reprises dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, où j'ai vécu dans les grands centres, où j'ai passé plusieurs années de ma vie, dans les grandes villes comme Goma, Kinshasa, aussi plusieurs années à Lubumbashi, et j'ai beaucoup à passer aussi à visiter et à vivre dans plusieurs coins reculés du pays aussi. Mon père fut douanier. Il allait par-ci par-là. Et aussi professionnellement, j'ai eu la chance vraiment de travailler comme journaliste chargé de communication, comme reporter, comme fixeur, comme producteur. J'ai eu la chance d'aller vraiment dans les Congos profonds. Dans les Congos profonds, c'est-à-dire les Congos là dont vous n'entendez pas souvent dans le média. Excusez. Parce que selon moi, nous avons 3 Congos. Nous avons les Congos urbains, les Congos des Bavards. Nous avons les Congos de la diaspora, les Congos qui pensent être connaisseurs. Et nous avons aussi les Congos oubliés et les Congos profonds, les Congos des victimes, les Congos des sans-voix, ces Congos que même les politiciens congolais eux-mêmes ont oubliés. Depuis que j'ai grandi, j'ai vu dans beaucoup de coins les routes qui se sont effacées. Pas parce qu'il n'y a pas de route au Congo comme les gens. Certaines personnes pensent qu'au Congo il n'y a pas de route. Ça c'est faux et c'est archi faux, c'est très faux. Vraiment, au Congo, il y a des routes. Je pense que vraiment les axes routiers du Congo sont les plus longs. Donc, je pense que sont les plus longs d'Afrique. Et seulement, on les a oubliés. Et quelquefois, je me demande, est-ce qu'au Congo, est-ce que nous avons vraiment un virus dans les ADN de tous les politiciens congolais depuis Mobutu? Qu'est-ce qui a été difficile vraiment concernant vraiment la réhabilitation des routes? Quelle est la chose la plus difficile? Pourquoi les autres le font et pas nous? J'ai été partout au Congo vraiment. Je voulais seulement dire que j'ai visité tous les Congos. J'ai voyagé par avion, par train, par bateau, par pirogue, par voiture, camion, à pied. Et j'ai marché vraiment des milliers de kilomètres. Pas des centaines, des milliers de kilomètres à pied au Congo. D'aller aux terres, les vallées, la forêt, en tout cas dans les marécages, dans plusieurs coins. Donc, c'est-à-dire, donc je prétends, et je n'ai pas peur de l'affirmer que je connais le Congo, je connais la géographie du Congo, je connais les peuples du Congo. J'ai beaucoup plus aimé le Congo en rencontrant les différentes cultures du Congo. C'est là que j'ai commencé à aimer le Congo. C'est à ce moment-là que j'ai senti le Congo naître en moi. Tu sais, j'étais né au Congo, mais le Congo est né en moi plus tard. Et j'aime le Congo. Vous savez, quand vous voyagez partout au Congo, quand vous rencontrez toutes les autres cultures, il y a des choses qui ne seront jamais dans votre vie. Vous ne serez jamais tribaliste, comme on le dit. Tu vas commencer à aimer les gens sans tenir compte de leurs ethnies, de leurs tribus, de leurs régions d'origine. C'est ainsi que j'ai beaucoup d'amis en Équateur, en Bandaka, à Nouélé, et à Tchouapa. J'ai beaucoup d'amis et puis c'est loin de chez moi, loin de mes racines. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de Congolais. Le Congo est beau, il y a beaucoup de culture. Beaucoup de culture, c'est mosaïque, vraiment, c'est la richesse même du Congo. C'est la première richesse, plus que les cobaltes, les lithium, les coltans. Ça, c'est selon moi. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous parler comme un journaliste. Et puis, je suis écrivain. Vous verrez vraiment mes livres. Je ne vais pas vraiment dévoiler vraiment les secrets de ce que je publierai très bientôt.
J'ai beaucoup écrit sur le Congo. J'ai des livres, j'ai cherché les éditeurs, j'ai commencé à en trouver. Et je rends grâce à Dieu. La situation du Congo n'a pas changé. Elle est toujours la même depuis des dizaines d'années. Ça, c'est selon moi. Je me souviens, j'ai travaillé encore il y a 30 ans. J'étais un superviseur de distribution dans un camp de réfugiés à l'est du Congo. Les mêmes problèmes que je voyais, je les revois aujourd'hui. Si tu vas à Bunia, dans les camps de déplacés, tu vas les voir. Les ONG internationales qui sont là éternellement, les agences des Nations Unies qui sont là éternellement. Ils distribuent des vivres, ils soignent les enfants, ils font des formations sans pas changer. Rien n'a changé. Je parle de ce côté-là humanitaire, l'insécurité, les groupes armés, des embuscades par-ci par-là dans ces différents axes, le banditisme quelquefois, je ne sais pas quoi, ça n'a pas changé depuis vraiment 31 ans, depuis 30 ans. Donc, j'ai travaillé comme vraiment chargé de communication dans une ONG internationale. Tous ces temps-là, vraiment, j'ai été toujours sur le terrain. Les choses ont toujours été les mêmes. J'ai été reporter des Nations Unies, reporter TV pour les Nations Unies. Là aussi, j'ai encore découvert, mais dans la situation, elle reste la même. Elle reste la même. C'est-à-dire que moi, je faisais toujours le terrain. Et j'ai beaucoup aimé le journalisme que je fais, ou que je faisais et que je continue à faire. Je n'ai jamais travaillé au compte d'un individu. Je suis vraiment un indépendant et j'aime la liberté. J'aime la liberté d'opinion. Je ne vais pas me laisser inféoder par une doctrine qui ne reflète pas ma conviction. J'ai toujours fait des reportages et j'ai découvert le Congo, j'ai découvert les différentes choses. J'ai eu la grâce d'interviewer environ 70 seigneurs de guerre. Si je dois parler même des seigneurs de guerre qui ont 30 personnes et qui s'appellent généraux, j'ai eu la grâce de les interviewer aussi. Et en interviewant vraiment même les seigneurs de guerre, je me posais la question que beaucoup se posent d'ailleurs, pourquoi il y a beaucoup de groupes armés au Congo? Non. Partout où le gouvernement central est faible, que ce soit même en Amérique où vous entendez qu'il y a des milices, sachez qu'à ce moment-là, le gouvernement central est faible. Donc c'est synonyme de la faiblesse du gouvernement central. Les groupes armés ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Même au moment du chaos, au moment de l'époque de la mort de Lumumba, il y avait un chaos, le gouvernement central n'était pas fort, il y avait des groupes armés. Donc les groupes armés, on les a toujours connus, on les connaîtra aussi longtemps que le gouvernement central ne sera pas fort. C'est ça. Je vous raconte, parce que les groupes armés, c'est-à-dire l'absence de l'autorité de l'État. Au Congo, les groupes armés que nous avons, vous allez constater là où ils sont, c'est là où il y a l'absence de l'autorité de l'État. Même quand il y a cette absence-là, quand il y aura cette absence-là, vous allez constater que ça ne se fait pas sentir et les hommes forts se font sentir. Se manifestent et c'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai été dans des coins où vous partez, vous trouvez que les Congolais vivent encore du troc. Je me souviens quand j'avais fait ces reportages-là, une autorité de l'époque m'avait appelé, je ne les connaissais pas, mais j'ai vu son numéro, m'avait dit, est-ce vrai que ces gens-là vont au marché à 17 km à pied, tous les villages, ils vont échanger des marchandises avec d'autres villageois, parce que là, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas qui que ce soit. Et ils devaient être escortés par les forces des Nations Unies parce qu'il y avait les FDLR qui coupaient les routes et certains maïmaï négatifs de l'époque qui coupaient les routes. Et les Nations Unies devaient les accompagner. Vous voyez ça? Donc c'est ça. L'insécurité, moi, pour répondre à ta question, c'est-à-dire, je voulais dire, la situation n'a pas changé, n'a pas encore changé. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qu'il faut, moi je pense que la chose qu'il faudra faire, d'abord j'aimerais dire que la paix c'est aussi la volonté des belligérants. Est-ce qu'on a déjà épuisé les chances de la paix? Est-ce qu'on a déjà épuisé les options pour la paix? Je ne crois pas. Moi je sais que c'est possible vraiment qu'il y ait la paix. Moi, pour répondre encore à ta question, je voulais dire que non, seulement que les politiciens, que les belligérants, quand je parle de belligérants, c'est-à-dire les commandants, les décideurs, il faut qu'ils se souviennent toujours
qu'ils doivent être humains. Je me souviens d'un musicien congolais qui disait que quand il y a la guerre, les enfants des chefs qui se battent ne sont pas sur les fronts. Ceux qui sont sur les fronts sont les enfants des pauvres qui ne savent même pas pourquoi il y a guerre et des simples soldats qui se battent sans réellement savoir pourquoi ils se battent. Ça, c'est un musicien qui avait dit ça, dont j'étais le nom que tout le monde connaît. Moi, j'ai constaté ça. Ça pète, ça brûle. Donc, il y a vraiment, quand il y a crépitement de balles, les populations fuient. Et quand les populations fuient, ils ne savent pas pourquoi ils fuient, mais ils craignent pour leur vie. Et ils vont à l'inconnu, et puis ils vont quelque part se casser jusqu'à ce que les opportunistes aussi viennent vraiment. Bon, les gens qui créent des jobs aussi viennent les assister humanitairement. Je ne vais pas calomnier les ONG. Je voulais seulement dire qu'il y a aussi que leur malheur fait les jobs des autres. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas de guerre. C'est question de maturité politique. Ça, c'est un message que je lance aux Africains. Pourquoi la France ne se bat plus contre l'Angleterre? Ils faisaient des guerres de 100 ans. Parce qu'il y a déjà une certaine maturité. Et c'est aussi question d'humanisme, de penser aussi aux autres. Mais quand nous faisons cette guerre, c'est vrai, les raisons que nous parlons aux médias sont bonnes, sont fondées, et les gens qui meurent. Imaginez-vous si c'était votre mère, votre père, votre frère qui devait mourir quand vous voulez décider la guerre. Je pense qu'il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas eu de guerre sur la surface de la terre. C'est possible de s'entendre, c'est possible vraiment de créer des voies pour la paix. C'est ça pour moi, c'est que moi je pense. C'est possible. C'est possible de dire non aux gens de l'extérieur. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous massivement sur notre chaîne d'Azora Doki. Ce documentaire a été présenté par Nicolo Nangoli. Azora Plus, abonnez-vous.